le cerveau, il va toujours chercher à vouloir être dans le confort pour pouvoir agir. Et c'est dans la sécurité qu'il trouve le moteur de l'action. C'est un peu comme une prison dorée finalement. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, et tu vas te calquer sur leur personnalité et tu vas gagner ou perdre selon ton point de vue. On est en train de reprogrammer ton subconscient, ta perception du monde. Beaucoup de choses sont mises en place pour te faire changer d'avis sur tes croyances profondes. En Suisse, il n'y a pas autant des bacs plus 5 qu'en France. Quand tu regardes les cours, t'es déjà 20 ans en arrière sur les États-Unis. On met tout le temps les gens dans la survie. Quand tu prends des risques, c'est à ce moment-là que tu es récompensé. Et t'arrives dans la vie, t'as 18 ans, tu vas dans une entreprise, on te lynche comme un sbire et on te dit va me servir un café, c'est très bien comme ça. Quand on a la connaissance, on a le pouvoir, la capacité de prendre des bonnes décisions parce qu'on est très informé. Plus de spiritualité, il n'y a plus de regard vers l'intérieur. Je pense que c'est à ce moment-là que ça devient une fuite. Le type il me dit il a plein d'idées mais il fait pas l'action en fait. Mais en place non, tu me dis t'as 1000 idées par jour mais tu fais rien. Le salaire d'une personne lambda qui va gagner donc le salaire minimum, le SMIC, c'est une feuille de 20 billets. Je connais plein de trentenaires qui se disent qu'est-ce que je fous de ma vie, vivement demain, que je crève quoi. On cherche à standardiser les connaissances. Il ne veut pas une nation de penseurs, mais une nation de travailleurs. L'univers, il t'a donné la capacité de t'exprimer, de réfléchir. La dernière étape, c'est de passer à l'action. Quelle noblesse ou quelle souveraineté est-ce que tu as à juste avoir des connaissances si au final tu ne partages pas au monde, aux gens ce que tu sais. Un monde sans douleur, c'est un monde qui part à sa perte. Si on veut atteindre le bonheur, il faut être en cohésion avec son groupe. On veut le groupe avant tout. La culture du kawaii. Alors c'est très très ancré surtout en Asie, du côté de la Corée du Sud et du Japon surtout. Et quand t'as l'appartenance du groupe dans ces pays-là, t'as la validation de la société. C'est au max quoi. Comment tu fais la validation du groupe ici? C'est être mignon parce que plus t'as des traits qui sont enfantins, plus t'es moins agressif. Être docile, être adaptable, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Que là c'est du non-verbal. Comme les gens ils sont surstimulés d'informations, et bien ils se retrouvent tout le temps dans le mode survie, à ne plus reflect. En France, quand tu te rends compte que c'est, je crois, le deuxième pays européen qui prend le plus d'antidépresseurs, si je me trompe pas. Je suis Alban Haï, fondateur d'InnoNext, et ma mission c'est d'aider les dirigeants à devenir remplaçables sans perdre leur pouvoir. J'ai passé des années à transformer des équipes et des entreprises de l'intérieur. Aujourd'hui, j'aide les dirigeants à faire pareil, créer des organismes autonomes, performantes et sans friction. Mon invité du jour, c'est Théodore. Il ne prétend pas avoir toutes les réponses, au contraire. C'est un biohacker d'élite en pleine construction de ce qu'il appelle le Neuroperform System. Il vient d'un constat simple. Beaucoup d'entrepreneurs en ligne ont les idées, mais pas l'énergie, pas le focus ou plus de clarté mentale pour les exécuter. Et il a décidé de tout tester sur lui-même, sommeil, hormones, data, routine et neurosciences. Aujourd'hui, il n'est pas là pour vendre un programme tout fait, mais pour partager son chemin, ses expérimentations, ses échecs et comment il construit pas à pas une méthode pour entreprendre avec un cerveau clair et un corps qui suit. Théodore, bienvenue. Merci Alban de m'accueillir aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Merci d'être présent pour ce podcast, qui sera le premier d'une longue lignée sûrement. Première question, pourquoi on pense trop? Et je pense que ça va être la question qui va nous occuper durant tout ce podcast. Tout à fait. Quoi est-ce qu'on a besoin de tout comprendre avant d'agir? Une des premières choses que je voudrais dire, c'est que le cerveau, il est câblé sous une certaine structure, qui est la survie. Il va toujours chercher à vouloir être dans le confort pour pouvoir agir, parce que ce qui est le confort, c'est ce qui va lui permettre d'être dans un état où il va pouvoir être en sécurité. Et c'est dans la sécurité qu'il trouve le moteur de l'action. Donc ce que je veux dire ici, c'est que quand on a besoin de comprendre quelque chose avant d'agir, on le fait, pas forcément pour le faire mieux, mais pour se rassurer. Je sais pas si j'ai été clair, si t'as compris. Ouais, c'est en raccord. C'est aussi le besoin d'être en confiance totale et de pas vouloir sortir de sa zone de confort en fait. Et la zone de confort, c'est celle qui, aujourd'hui, ne permet pas à beaucoup de personnes de sortir de là où elles se trouvent. C'est un peu comme une prison dorée finalement. Une prison dorée ou alors un plafond de verre, un plancher collant. Dépendamment de comment est-ce qu'on le perçoit, mais c'est toujours la même chose. Et donc, on pense trop par peur de se tromper ou par peur de sentir qu'il va arriver quelque chose de mal. Là, la subtilité est assez fine que se tromper, ça va être plus quelque chose qui est encore une fois du point de vue de la perception. Un individu, lorsqu'il va se développer, il va avoir beaucoup d'expériences dans sa vie. Et c'est selon ces différentes expériences qu'il va créer un certain pattern dans son esprit de comment est-ce qu'il doit réagir, comment est-ce que les différentes choses qu'il met en place dans sa vie vont l'amener à un certain résultat. Et donc, se tromper, ça peut être pour quelqu'un d'autre un essai. Alors qu'à côté, sentir, ressentir une émotion, c'est universel. Chacun d'entre nous va ressentir des émotions différentes dans sa journée. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que les émotions, elles sont toutes subjectives. Dans une situation donnée, on va pas tous réagir de la même manière. Quelqu'un va être par exemple triste dans une situation, alors qu'un autre, il va être juste neutre. Et c'est ici en fait toute la complexité dans les relations humaines, c'est comment naviguer dans cet ensemble de personnes qui ont des personnalités différentes et qui vont pas tout de suite forcément, il y en a certaines qui vont être plus pragmatiques, d'autres qui vont être plus introspectives. Et c'est encore une fois
une question de point de vue. Ok. C'est intéressant ce que tu as parlé sur l'impact de son entourage. C'est vraiment aussi important d'en parler parce que c'est aussi quelque chose qui peut te faire descendre dans tes ambitions et vraiment dans ton parcours de vie. Je m'explique. Si tu es entouré de personnes qui sont négatives, ça va forcément, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, et tu vas te calquer sur leur personnalité, et tu vas gagner ou perdre, selon ton point de vue, leur mentalité et leur façon de faire. Et à ce moment-là, quand tu deviens un double de eux, effectivement, si ces gens ils ont peur de se tromper ou peur de se sentir mal à l'aise, tu vas adopter par mimétisme, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a évolué toute l'espèce humaine, tu vas adopter la même pensée et le même fait d'agir. Et ça, c'est un vrai problème finalement. C'est un vrai problème parce que c'est pour ça aussi que tu as ce qu'on appelle des salariés qui bossent tout le temps et qui se disent « Tiens, je rentre dans un moule, c'est bien, et je vois la vision du monde comme ça ». En fait, on leur a jamais dit que penser, c'était aussi être par moments individualiste et penser en dehors des cases et juste pas rester dans ton nid douillet et faire comme si c'était normal ce que tu faisais. Parce que c'est pas normal. T'as juste pas réfléchi sur ton cas parce que ton entourage te fait baisser. Viens baisser ta fréquence. Oui, c'est ça. Viens baisser ta à un certain groupe. Et ce que tu es en train de dire actuellement, c'est super pertinent. Et même, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. On avait abordé le capitalisme, qui est donc un système dans lequel il va y avoir le profit des 1% les plus riches, qui va donc être tourné vers l'exploitation des 99% autres, d'une certaine manière qui est assez indirecte. Et quand tu m'as posé tout à l'heure la question, si on cherche à penser parce qu'on pense qu'on a peur de se tromper ou est-ce qu'on a peur de ressentir, c'est beaucoup plus profond que ça. Si tu veux, aujourd'hui, peu importe où on va habiter dans le monde, on est dans le capitalisme, qui est économique, mais il fait pas tout non plus. Il vient conditionner énormément de personnes qui sont à l'intérieur. En étant à l'intérieur, beaucoup de choses sont mises en place pour te faire changer d'avis sur tes croyances profondes, sur ta manière de penser. On est en train de reprogrammer ton subconscient, ta perception du monde. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les médias qui utilisent beaucoup de biais de négativité pour pouvoir garder les gens accrochés devant les écrans pour qu'ils écoutent ce que les médias leur partagent, qui parfois est aussi accommodé. Il est mis dans un intérêt d'un agenda des élites. Peut-être qu'il faut pas se le cacher. Certains médias sont privés. Ils sont presque tous privés, même s'ils passent comme des médias qui cherchent à notre bien-être, du fait qu'ils veulent nous partager la connaissance. Tu vois, c'est une idée derrière que quand on a la connaissance, on a le pouvoir, la capacité de prendre des bonnes décisions parce que on est très informé. Sauf qu'il y a une autre subtilité à prendre en compte, c'est que parfois, on va plus chercher ce qui correspond à notre manière de percevoir les choses que de chercher à développer son esprit critique. On va plus chercher à consommer un contenu qui est similaire à ce que nous, on cherche. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu en train de s'éloigner de la question. Mais c'est vrai que moi, je dirais que c'est pas forcément ici l'idée de se tromper. Tu vois, on cherche pas à se tromper. C'est une question de perception. Mais c'est plutôt un entre-deux. Et justement, en fait, je pense qu'on peut détailler tout ce qu'on a dit sur se tromper. C'est finalement une opportunité que fait l'univers pour te faire grandir et pour te pousser à faire mieux. Tu auras deux choix à ce moment-là. Soit tu dis « j'en suis capable » et tu vas assumer le choix ou la décision, ou soit tu vas esquiver, et esquiver veut dire régresser. Parlons maintenant de à quel moment la réflexion devient une fuite alors. Il faut se dire que on est constitué de plusieurs systèmes en nous et qu'il y a différents plans. Le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel, le plan spirituel. Et le plan mental, ce n'est qu'une couche parmi tous les différents plans que l'on va retrouver. Donc on est d'accord que c'est comme un gâteau. Tu vas pas juste utiliser la couche où tu as la crème pour faire le gâteau. Sinon les autres couches, elles seraient là, mais il manquerait quelque chose, parce que imaginons que le gâteau c'est un gâteau à la crème, mais qu'il n'y a pas de crème. Au final, c'est pas le résultat escompté. Ici, quand on pense trop, à partir de cette idée, il faut réaliser que le moteur de l'action, c'est l'action elle-même. Mais l'action, elle va être précédée par l'émotion, mais aussi par la pensée. Quand on pense trop à une situation, on va se fermer dans un circuit, on va toujours chercher à comprendre ce qu'on fait, toujours chercher à analyser la micro-action qu'on est en train de mettre en place pour comprendre pourquoi est-ce que on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça. Et c'est un cercle vicieux qui se répète, que les gens en fait ils n'arrivent pas à sortir. Aujourd'hui, si on reprend l'exemple avec le salariat, on se rend compte que énormément de personnes ont accepté l'idée que c'est normal de travailler pour quelqu'un, d'échanger sa liberté contre quelque chose qui est en abondance. La dernière fois, j'ai regardé comment est-ce qu'ils impriment les billets. Et quand on voit ça, on se dit mais le salaire d'une personne lambda qui va gagner donc le salaire minimum, le SMIC, c'est une feuille
de 20 billets. Une feuille de 20 billets, elle contient environ 60 billets. Et si tu fais le calcul rapidement, même si c'est pas aujourd'hui le cas, 60 fois 20, ça fait 1200. C'est comme si 1200 € étaient présents sur une feuille de 20 billets. Mais bien sûr, après, les coupes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps qui est échangé pour obtenir ces billets, qui est équivalent à 30 jours, tu vois, et bien les gens, ils font tellement de sacrifices pour quelqu'un, juste parce que on les a mis dans un système qui leur dit, pour pouvoir avoir toutes ces choses, il faut que tu travailles. Et c'est aussi l'idée derrière que on met tout le temps les gens dans la survie. On est toujours en train de leur dire, oui, c'est dangereux, oui, il faut pas prendre de risques. Alors que factuellement, dans le capitalisme, le système qu'on a abordé tout à l'heure, c'est lui qui vient te dire que quand tu prends des risques, c'est à ce moment-là que tu es récompensé. Et c'est seulement ceux qui prennent des risques par rapport à la masse qui vont obtenir des récompenses. Et c'est tout en fait l'enjeu ici du capitalisme qui vient t'empêcher de penser clairement. Parce que tu vois que on te dit non, ne passe pas à l'action. Donc c'est un certain conditionnement qu'on te place, qu'on te met dans ton esprit que l'action est dangereuse. Et à partir de ça, tout est bloqué. Si on te dit ne fais pas ce que tu veux, tu ne le feras pas. Et quand tu vois que les autres ne le font pas, eh bien tu te diras ah ben c'est normal de pas faire ce que je veux, et donc c'est normal que je dois faire ce que les autres me disent de faire parce que c'est la sécurité. La sécurité. Donc c'est pas important de comprendre mes émotions, c'est pas important de prendre des risques. La seule chose qui est importante, c'est de suivre ce que me disent les autres. Sauf que à ce moment-là, tu ne fais que être déconnecté. Au final, ça devient une fuite. Parce que quand tu réfléchis trop, tu ne passes pas à l'action, tu ne fais pas les choses. Tu es seulement en train d'analyser quelque chose qui n'est réel qu'en toi. Tu vois, c'est la notion de réel et réalité. Le réel, c'est l'ensemble de toutes les réalités qui existent, alors que la réalité, ce n'est qu'une version. C'est subjectif. Il n'y a que toi qui vois les choses de cette manière. C'est culturel aussi, encore une fois. Dans d'autres pays, ils vont plus avoir cette notion d'action, alors que d'autres pays vont être plus dans l'analyse. Je pense beaucoup à l'Asie, où les étudiants ils sont beaucoup poussés par leurs parents à l'excellence académique. Peu importe les sacrifices qu'ils doivent mettre en place, il y a beaucoup d'élèves qui vont avoir des problèmes mentaux, mais c'est pas des sujets qui sont abordés parce que on se dit que c'est pas des choses importantes. Le plus important c'est de réussir. Alors que là, on voit une émergence en Occident de c'est important de comprendre ses émotions, c'est important d'avoir la fuite. Mais à côté de ça, en Asie, ce qui est très pertinent, c'est que ils ont beaucoup de pratiques spirituelles qui, en Occident, sont de plus en plus inexistantes. Donc il y a vraiment une dichotomie qui se crée entre l'Occident et l'Orient. Ils ont des points positifs, négatifs, mais dans les deux camps, en fait. Et c'est vrai que la réflexion, dans ce cas où il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de regard vers l'intérieur, je pense que c'est à ce moment-là que ça devient une fuite. En fait, il y a beaucoup de phénomènes physiologiques qui se mettent en place quand on pense trop, mais je pense qu'on pourra y venir après. Je vais pas dérouler toutes mes idées maintenant. Je pense que ça sera plus pertinent d'y répondre après. Mais oui, il y a quelque chose qui était intéressant dans ce que tu as dit. C'était sur l'aspect éducation et exploration. Donc les différents modèles, là je parle. Ça peut être l'Asie, avec un régime plus collectiviste versus l'Occident qui sont individualistes. Mais il y a aussi des entre-deux, où c'est des États, des systèmes qui ont voulu se dire... Nous, on va autant se focus sur l'éducation que sur le côté pratique de nos étudiants. Et donc c'est pour ça que tu as des modèles plus ou moins hybrides, comme l'Allemagne ou la Suisse, où le système éducatif... Ouais, le système éducatif, ils se disent, on va faire un hybride. C'est-à-dire que c'est bien des cours et c'est bien la pratique, on va privilégier au maximum ce qu'on appelle l'alternance. Et donc là, tu vas apprendre plein de métiers différents, tu vas découvrir des nouvelles choses, pourquoi pas des nouvelles passions, et en même temps tu vas bénéficier d'un cadre théorique pour appliquer tes idées. Et ça c'est vraiment ce modèle hyper sympa à avoir. Pour prendre aussi un exemple avec la Suisse, en Suisse il n'y a pas autant des bac+5 qu'en France. Pourtant ce qui est marrant c'est qu'on peut voir qu'au niveau des salaires c'est beaucoup plus élevé. Alors comment t'expliques cette disparité? C'est parce qu'en France, on te dit, si tu veux réussir dans ta vie, il te faut un bac+5, tout simplement. Qu'en Suisse, c'est ce que tu veux faire, c'est tes talents, c'est tes compétences que tu as développées au fur et à mesure de ta vie. Et c'est réellement ces compétences-là et cette proactivité aussi qui va te pousser à vraiment donner le meilleur de toi-même que juste faire un bac+5 pour faire plaisir au système éducatif, à tes profs, alors que finalement, quand tu regardes les cours, t'es déjà 20 ans en arrière sur les États-Unis. C'est qui est complètement con, d'ailleurs. Voilà où est-ce que je voulais en venir. Il n'y a qu'à voir le niveau en maths en France.
qui est de plus en plus en baisse par rapport à d'autres pays européens qui sont beaucoup plus évolués. Donc ce que je veux dire, c'est que si on va par exemple, je sais pas, dans les pays scandinaves, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus forts en maths que la majorité des étudiants français. Et c'est vraiment un point de vigilance à avoir, c'est de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce système. Aujourd'hui, on n'est pas là à réformer le système éducatif, mais c'est y mettre le doigt pour voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne permet pas en fait aux personnes qui étudient, donc les élèves, à être élevés vers le haut vraiment. Et ouais, sur le côté éducation, on a vraiment, c'est comme si on était dans un modèle bloqué depuis les années 2000. Alors effectivement, il y a quelques réformes de temps en temps, mais il n'y a pas de réforme totale. C'est-à-dire que tu restes toujours sur une table, sur ta chaise, et t'écoutes un prof durant toute ta journée. Il n'y a jamais eu ce changement radical, ce changement drastique, pour vraiment se dire, écoute, l'objectif c'est pas d'avoir 20 sur 20 ou un A ou un B ou un C sur tes notes. L'objectif c'est que tu aies des compétences pour subvenir à ta vie tout simplement, et même des choses complètement moi qui me semblent hyper basiques, comme des notions en communication ou comment s'intégrer dans des groupes de travail qui devraient être vraiment appris dans les écoles. Bah ça t'apprends pas. Et t'arrives dans la vie, t'as 18 ans, tu vas dans une entreprise, on te lynche comme un sbire, et on te dit exactement comment te comporter. Va me servir un café, c'est très bien comme ça. Et enfin, c'est cette subtilité-là que moi je déteste. C'est parce qu'on t'a jamais appris en fait à développer des compétences professionnelles pour vraiment être déjà bien en termes de salariat, si tu veux rester dans le salariat, hein, peu importe ici, hein, on veut pas que tout le monde soit entrepreneur, mais ce qui est vraiment important, c'est de connaître le plus de choses possible, parce qu'encore maintenant, je connais plein de trentenaires qui se disent qu'est-ce que je fous de ma vie, vivement demain que je crève, quoi. Et ça, c'est pas un truc qu'on a envie ici. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais aborder ici. C'est vrai qu'il y a un vrai problème dans tout simplement l'éducation, où on va percevoir que on laisse pas les individus s'exprimer entièrement. C'est-à-dire que oui, là quand tu me dis que les élèves ils sont assis dans une classe et qu'ils écoutent donc le prof qui détient la parole d'évangile, ben on se dit que peut-être que ça a fonctionné dans le passé, mais qu'aujourd'hui on est de plus en plus conscient de comment fonctionne le cerveau, de ce qui est important à intégrer comme connaissance pour avoir des bases dans la vie. Et on se rend compte que si on compare la France au Japon, on se rend compte qu'ils ont des cours pratiques où ils vont créer des liens entre eux, où ils vont apprendre à nettoyer, apprendre à communiquer entre eux. Alors qu'en France, on est juste là, non, il ne faut pas qu'il y ait de bavardage. Il faut écouter le prof parce que c'est lui qui donne le cours. Il y a un réel problème. Le problème, il est là, c'est que on nous dit de réfléchir, de penser, mais on nous dit pas de passer à l'action. Encore une fois, on nous conditionne juste d'avaler des connaissances pour pouvoir par la suite les recracher. Mais est-ce que c'est comme ça que fonctionne la compétence de savoir écrire, la compétence de savoir écrire comme un robot. Beaucoup des choses que j'ai appris au lycée et même au collège, et je pense que toi aussi aujourd'hui, je pense que tu t'en souviens plus. Alors, il n'y a pas eu d'ancrage, il n'y a pas eu d'intensité émotionnelle. En fait, la subtilité, c'est qu'on t'a appris les notions, la théorie, mais on t'a pas expliqué pourquoi il fallait le faire. Donc, tu l'as pas retenu. Ou on t'a pas expliqué l'utilité. Oui, on revient encore une fois sur ça. C'est que là, le quoi, le comment, le faire, ça, c'est les questions qu'on va y répondre. Et donc, le pourquoi, on va le laisser de côté. Peut-être que derrière tout ça, il y a une manière que les élites, ceux qui mettent en place ce système, qui ont le pouvoir pour qu'il continue à subsister, peut-être qu'ils cherchent ça. C'est que rien ne change. Il faut se dire que entre 0 et 7 ans, c'est la période où on est le plus influençable, où on enregistre le plus de connaissances. L'adolescence, qui est une période de vie assez chaotique, où on va retrouver beaucoup de dérèglements, notamment avec les hormones. On va se rendre compte que les individus, ils changent beaucoup, ils passent de l'enfance à l'état adulte, même s'il y a beaucoup d'adolescents qui vont être des enfants dans un corps d'adulte. Ils vont se retrouver à avoir les caractéristiques d'un adulte, mais ils n'auront pas vécu assez d'expérience. Vu qu'ils ont été enfermés dans une classe, qu'ils leur ont dit « ne réfléchis pas,
exécute. Et c'est tout le fondement du problème. Parce que comme le subconscient, il est dans cette manière de fonctionner qui est de accepter tout ce qu'on lui dit, peu importe si c'est vrai ou si c'est faux, mais au fur et à mesure, quand tu restes toute la journée dans une classe et que tu vas commencer, je sais pas, à écouter un prof, à être assis, à ne pas être libre, c'est une forme d'enfermement, de rester dans un endroit pour noter. Tu devrais en fait avoir la liberté de pouvoir décider comment est-ce que tu veux apprendre. Aujourd'hui, on se rend compte avec le monde du travail que beaucoup de personnes, elles vont se rendre compte que c'est bien aussi le télétravail. Mais à côté de ça, on a bien vu au niveau du Covid que les gens n'étaient pas sérieux, n'étaient pas aussi prêts psychologiquement à faire des cours à la maison. Ils n'avaient pas le matériel, ils n'avaient pas la structure, la discipline de le faire. C'est tout un système qui, au final, t'influence. Parce que c'est la majorité de ta vie que t'as passé à l'école. Presque 16 ans, si on compte la maternelle, si on compte la période avant, qui est donc la crèche. Toute cette période, elle te conditionne dans un certain moule qui t'empêche par la suite de pouvoir devenir un érudit, avoir une arborescence qui est originale. On se rend compte que la créativité des individus, elle va beaucoup baisser simplement parce qu'ils sont à l'école et on les enferme. On les enferme, on leur dit ne pense pas comme toi tu veux, pense par rapport à ce qu'on t'enseigne. Donc on cherche à standardiser les connaissances. On cherche à faire des personnes qui sont conformes à ce que recherche un système qui n'est pas fait, je pense, pour notre bien. Une phrase que un homme que tu as sans doute déjà entendu parler, qui est un milliardaire, qui détient des banques, qui détient beaucoup d'actifs. De ce que j'ai compris, ce n'est pas une phrase qu'il a prononcée verbalement, mais c'est une idée qui revient. C'est qu'il n'a pas voulu une nation de personnes libres, il veut des esclaves, il veut des travailleurs. Il ne veut pas une nation de penseurs, mais une nation de travailleurs. Et c'est tout simplement en remettant les choses en question, on se rend compte que, en fait, j'ai le choix. Mais quand tu vois que la société dans son ensemble, elle ne fait rien en fait. Personne ne fait rien. Tout le monde se met d'accord. Oui, je vais travailler. Oui, peu importe. J'ai pas de liberté. Tu fais ce qu'on te dit et tu remets rien en question. Et tu remets en question, mais tu passes pas à l'action. Donc, quel intérêt de garder les connaissances pour toi ou de rien faire? On t'a donné l'univers, il t'a donné la capacité de t'exprimer, de réfléchir. La dernière étape, c'est de passer à l'action. Quelle noblesse ou quelle souveraineté est-ce que t'as à juste avoir des connaissances, à juste pouvoir réfléchir, être intelligent, si au final tu ne partages pas au monde, aux gens ce que tu sais. L'objectif c'est qu'on s'élève entre nous, c'est pas de garder de manière égoïstement tout ce qu'on sait. Sinon au final, le monde est trop polarisé. Et il y a un intérêt économique derrière tout ça. C'est qu'au plus on t'éduque, au plus on peut t'aider, quoi. Parce qu'au plus tu es conscient, au plus tu vas pouvoir passer à l'action. Parce que si tu es inconscient que tu as un problème, tu vas pas faire les choses. Tu vas dire que c'est normal. Tu te dis, c'est normal que je vais pas bien, c'est normal que je réfléchisse trop. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'était sur la partie égoïsme. Tu sais, c'est souvent que les entrepreneurs, ils vont te sortir une idée, et ils vont pas te sortir l'idée, ils vont dire, ouais, j'ai le meilleur projet du monde, et tu vas leur dire, ouais, c'est quoi, ou donne-moi des infos sur ça, et lui, il va te dire, bah non, je te la donne pas. Parce que j'ai pas envie que tu voles mon idée. Mais des idées, il y en a des millions, voire des milliards tous les jours. Et donc, tu penses vraiment que le type, il va prendre ton idée et il va faire un business plan, il va faire tout au carré, alors qu'il a déjà du mal à mettre en place l'action, quoi. Tu te dis, les mecs autour de toi, dans ton entourage, c'est tous des pros. Je leur donne une idée, ils vont faire un business, et puis moi, je veux rien avoir. Et ça c'est la particularité en elle-même de l'égoïsme, c'est que tu vas te dire, ouais, moi j'ai plein d'idées, tout ça, et demain je peux sortir une idée, je vais faire des milliards. C'est juste que tu essayes d'avoir un petit peu plus de réflexion, et tu poses des questions et tu te dis, mais en fait, c'est le type, il me dit, il a plein d'idées, mais pourquoi il fait pas l'action en fait? Mets en place, non? Tu me dis, t'as 1000 idées par jour, mais tu fais rien. Tu m'expliques, il y a une corrélation qui est pas normale ici. Et ça c'est un gros truc aussi, c'est que il y a plein de monde, surtout en France, ils vont dire, ouais, on va faire ça ensemble, ou on se voit la semaine prochaine. Et là, t'arrives la semaine prochaine et t'attends, tu dis, en fait, il est où? En fait, il a oublié. Soit il a oublié, ou soit il a trop peur parce qu'il peut pas le faire parce qu'il peut pas mettre en pratique. Il y a une troisième chose aussi, Alban, c'est que la personne, elle sait qu'elle devait le faire, mais qu'au final, elle va remplir son agenda avec une autre activité et elle va dire, désolé, je suis occupé. Donc tu vois, c'est la psychologie derrière. Tu dis que t'es disponible, donc on te dit, ok, on se fait un appel sur ce sujet, et au final, tu viens pas. Alors que, par exemple, le dimanche après-midi, normalement, t'es disponible. Tu pourrais normalement venir faire l'appel. Et au final, tu viens pas. Parce que t'es dehors en train de te promener. Ou d'être à la salle de sport. Surtout que le dimanche,
il n'y a pas tout le monde qui travaille ou qui va mettre un emploi du temps où il va être occupé toute la journée le dimanche. Que psychologiquement, le dimanche, dans le monde occidental, c'est un jour dans la semaine de repos, où la charge mentale et de travail est diminuée. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien ancré. C'est clair. Putain, pour moi, le truc des idées, c'est un truc de fou aussi, hein. Et il y a quelque chose aussi qu'on peut parler. Donc, je l'avais dit un peu au début de la conversation, enfin du podcast. C'est comme quoi l'environnement, ton entourage, ça joue beaucoup sur toi. Mais ce qu'on pense pas souvent, si, ça va être l'environnement, mais Mental, digital. toucher des choses chères, manger dans des bons restaurants et pas dans des fast-food, par exemple. Parce que imagine, tu manges dans un fast-food, bon, je vais pas en dire des noms, il y en a pas mal, hein. Tu manges un burger et des frites. Bon, déjà, ton corps, il va te faire comprendre que c'est pas bien. Et de deux, quand tu regardes les gens là-bas, tu vas jamais te voir de mecs en costume cravate, pareil. Et donc ça, l'environnement ici, il va te pousser vers le bas, parce que les gens qui mangent dans ces restaurants-là, dans des fast-food, c'est pas des milliardaires, hein. Ça c'est certain. Par contre, si tu dis, moi je vais dans un restaurant un petit peu plus haut de gamme, semi-gastronomique, quitte à faire un restaurant peut-être tous les 3 mois au mieux de tous les mois, là tu vas inculquer ton état d'esprit, ton cerveau à la même fréquence vibratoire que eux. Et ça va te permettre donc là, comme j'en avais parlé avant avec l'aspect mimétisme, tu vas essayer de les imiter et tu vas gagner leur conscience, leur pensée et leur manière de faire. Parce que ce sont des gens qui mettent en place, s'ils sont déjà un minimum riches, même s'ils ont des dotations de leurs parents ou peu importe, on pourra dire que c'est toujours de l'élitisme ou de la favorisation, mais s'ils reprennent un business de leur famille, dans tous les cas, ils se sont mis à l'action et ils ont poussé leur entreprise familiale. Donc, même si tu dis qu'ils ont de la chance parce qu'ils ont une entreprise, ils ont quand même mis en place, eux, contrairement à toi. Et ça, c'est important de prendre en compte vraiment l'environnement et de toujours aussi savoir couper l'environnement avec les personnes toxiques de ton entourage, même si c'est aussi difficile, mais ça peut être du côté de la famille, si vraiment c'est des gens qui te tournent, enfin qui t'amènent vers le bas, faut vraiment les couper, parce que tu sais que tu vas rester dans cette forme de caste ou de case, et là pour ton avenir, il sera beaucoup plus morose. Tout à fait, ce que tu dis, ça a toujours été comme ça. L'environnement, il a toujours façonné comment est-ce qu'un individu va se développer dans un groupe. Si aujourd'hui tu te retrouves dans un groupe où les gens, ils ne croient pas en toi, où ils disent que c'est pas la peine que tu fasses les choses, donc encore une fois, qui te tirent vers le bas, tu vas moins facilement passer à l'action que si le groupe dans lequel tu te trouves, on te dit mais vas-y, fonce, fais les choses, t'en es capable, tu vas voir que tu vas réussir. Et je pense que cette idée, tu l'as déjà entendue, qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une évolution. Il n'y a plus l'environnement physique qui est important, mais aussi l'environnement digital. On est de plus en plus isolés chez nous. Pour beaucoup, on va parler à presque toutes les personnes avec qui on communique à distance, dans des appels, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Et on va avoir des communications physiques moins développées. On va être moins présent avec les gens dans le monde physique. Et aujourd'hui, le vrai danger, c'est le digital. Parce que si on te rentre dans ta tête, ça t'influence encore plus que si c'est dans le monde physique. Dans le monde physique, ça t'influence aussi sur le mental. Mais là, volontairement, tu choisis une manière de voir les choses, donc ça va influencer ton environnement mental, et tu décides en fait de consommer, d'écouter des personnes qui vont dans ton sens, ou alors dans la direction que tu veux aller. Si, imaginons, je sais pas, aujourd'hui, c'est pas le meilleur exemple, mais que t'es dépressif. Tu vas écouter des musiques tristes, mais d'accord. Potentiellement, c'est pas sûr. Ou tu vas peut-être trouver une solution, tu vas être résilient, tu vas chercher quelque chose qui va pouvoir te sortir de cet état qui te déplaît. Bien sûr, la dépression, si tu veux, on va pouvoir en parler, mais c'est multifactoriel, c'est pas forcément une seule chose, ça arrive pas du jour au lendemain. J'en ai déjà eu une, donc je sais comment est-ce que je peux en ressortir, tu vois. Enfin, c'est un état que tout entrepreneur peut vivre dans sa vie. C'est pas quelque chose qu'on peut à 100% éviter, faut toujours être dans la prévention parce que c'est un truc qui s'installe progressivement, comme tout dans la vie. Ça, c'est un autre sujet.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'environnement, il va façonner comment est-ce que tu vas te développer, à quel niveau tu vas exploiter ton potentiel. Et c'est pour ça qu'il faut le choisir. Il faut être très précis avec quelle personne tu vas parler. Il faut se dire que c'est un échange d'énergie. Avec les personnes avec qui tu parles, tu vas par la suite parler comme eux, penser comme eux. Leur perception des choses, tu vas les accepter comme vraies. Si aujourd'hui tu écoutes quelqu'un sur YouTube qui te donne des conseils, qui va te dire comment, je sais pas, les relations homme-femme, il va te dire comment exactement tu dois te comporter pour pouvoir obtenir ce que tu veux de la relation. Tu vas commencer à accepter comme vrai certaines croyances que cette personne qui a réussi à avoir des résultats a mis en place dans sa vie. Mais est-ce que fondamentalement c'est exactement la même chose que tu veux pour ta vie? Peut-être pas. Peut-être tu veux un autre type de relation. Ou alors, si on te donne, je sais pas, des conseils de musculation, de sport, comment avoir un corps athlétique. Quand tu vois le gars, il a des résultats, ou la fille, elle se débrouille bien. Elle a des clients, là bien sûr on part sur une offre et que la personne elle arrive très bien à montrer qu'elle est compétente, qu'elle peut t'aider. Là c'est la même chose. Si tu consommes beaucoup son contenu, tu vas commencer à la croire. Mais il y a tout un aspect, tu vois, qui t'amène à ne pas réfléchir, à ne pas penser, à accepter la chose comme vraie. Le biais d'autorité. Beaucoup de biais psychologiques qui sont mis en place pour que tu te dises oui, je suis d'accord avec tout ce que tu me dis. Mais avant qu'il y ait ça, il y a tout un processus, tu sais, la règle des 30 heures. Tu vas consommer 30 heures de contenu d'une personne. Même des fois, c'est plus. Ça dépend en fait de comment tu le vois. Mais 30 heures, c'est une base où en fait, quand tu vas consommer 30 heures avec une personne, tu vas plus être d'accord de la croire comme quelqu'un d'autorité, d'acheter son offre et par la suite pouvoir être accompagné. Donc c'est tout l'aspect ici de se dire que l'environnement avec qui tu vas échanger ton énergie, comme l'argent, c'est un échange d'énergie. Le sexe, c'est un échange d'énergie, sauf d'une forme différente. La communication, le podcast qu'on est en train de faire actuellement, c'est un échange d'énergie. L'énergie, enfin, des idées, de nos perceptions des choses. Tout ce qu'on fait, ça vient osciller. Comment est-ce que nous, on va être dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut choisir avec minution comment est-ce qu'on passe notre temps. Des fois, on peut pas choisir comment est-ce qu'on va passer notre temps. Mais des fois, il faut vraiment faire les bons choix. Et des fois, les bons choix, c'est pas toujours ceux qui nous font le plus plaisir. Des fois, il faut faire des sacrifices. Parce qu'il faut se dire qu'un monde sans douleur, c'est un monde qui part à sa perte. Aujourd'hui, je me dis que si beaucoup de gens sont enfermés dans cette spirale. Dans cette spirale de pensée, c'est parce que ils n'ont plus accès à leurs ressources intérieures. Ils sont enfermés à cause donc beaucoup des addictions. C'est pas forcément les addictions, parce qu'une addiction, j'allais dire le mot addiction, comme tu viens de voir, mais une addiction, c'est plutôt un comportement que tu ne peux pas t'arrêter de faire. Tu ne peux pas. On va te dire arrête, et tu vas pas pouvoir t'arrêter pendant un jour. Tu vas vouloir quand même le faire le jour même. C'est plus de la dépendance. Pas forcément de la dépendance, c'est encore différent. C'est plutôt une mauvaise habitude que tu as ancrée comme quelque chose qui t'évite la douleur. Alors que la douleur, elle a toujours été instructrice. Elle t'a toujours permis d'apprendre quelque chose. En fait, il faut savoir que les choix, forcément les plus faciles ou les plus ou qui restent dans ton périmètre de champ d'action, et ben forcément c'est souvent des choix qui vont te régresser versus les choix où ils sont plus durs, où là il y a vraiment une vraie opportunité de t'améliorer, parce qu'en fait dans ton cerveau tu vas construire des schémas neuronaux, des nouveaux, et par la suite, je sais pas, imagine demain, moi je fais du cold calling, donc j'appelle les gens, j'appelle des clients, enfin des prospects potentiels, et je leur présente mon offre. Je vais me sentir beaucoup moins à l'aise que si je l'avais fait pendant 10 ans. Parce que j'ai gagné ces compétences. Mais en fait, au bout d'un moment, faut sortir de sa maison et il faut faire les choses. Parce que, ok, au début, ça va être difficile. Mais au bout de 10, 20, 30 fois, là, ton niveau, il va beaucoup plus s'améliorer exponentiellement. Ouais. Et enfin, pour tes résultats futurs, ça sera aussi incroyable. Et souvent, on se dit, ouais, mais j'ai la peur du jugement. Ça, c'est la première peur de toute l'espèce humaine, c'est de se sentir en dehors des cases, de se dire, toi, t'es différent, ou toi, t'es bizarre. En fait, légèrement, aussi, quand les gens te disent que t'es bizarre, c'est juste que tu rentres pas dans leur champ des possibles. C'est-à-dire, ils voient un humain, un Français. Il faut que 99% de la population ait le même caractère. Et donc, si tu fais partie des 1%, oh bah lui il est bizarre, parce qu'il a dit ça comme ça. Mais t'es pas bizarre en fait. T'as juste fait ce shift pour penser autrement. Bref.
Bon, j'ai Mais ce perdu qu'on le peut fil. faire, c'est que je peux te poser une question en retour, parce que là, j'avais une question pertinente à te poser. Vas-y, Et peut-être que ça va te revenir. dis-moi. Alors, tu vois, quand tu m'as dit tout à l'heure que une des premières peurs qui va se manifester chez l'être humain, c'est la peur de la critique. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que en, en lisant par exemple Napoléon Hill, qui est un journaliste qui a collaboré avec Andrew Carnegie, celui qui était l'homme le plus riche du monde à son époque, parce il avait la US Steel Company, donc une acidérurgie, je crois que ça s'appelle, une sidérurgie. Ouais, enfin, je crois que c'est entreprise Sidé- de bois, sidérurgie ou métal. Non, métal, c'est métallurgie. métal. Dans ce livre qu'il a écrit, Napoléon Hill, il vient mettre en avant plusieurs peurs. Et c'est pas forcément la peur de la critique qui est mise en première position. Avant la critique, il y a plus la peur de la pauvreté. C'est encore plus physiologique, c'est celle qui est en dessous. C'est la survie. Si t'es dans la pauvreté, tu n'as pas la possibilité de subvenir à tes besoins. Et donc, tu t'en fiches si on te critique. T'es concentré sur ta survie. Quand à ce moment-là, t'es dans une situation où tu peux subvenir à tes besoins, par la suite, t'es dans la critique. Critique parce que tu te dis qu'est-ce que vont penser les autres de moi. Et je pense que cette peur, tu la transcendes au moment où tu passes à l'action. Mais comme on vient inhiber l'action des gens parce qu'on leur dit que c'est dangereux, comme ça a été accepté comme dans la conscience collective, on vient leur dire que c'est pas quelque chose que tu dois faire, tu dois écouter ce qu'on te dit. Au final, ils font rien. Alors moi, j'avais Et un contre-exemple. un contre-exemple, Ouais, moi j'avais à la période Edo, je crois, au Japon. T'avais les samouraïs, donc quand ils se battaient, etc. Et quand tu voyais qu'il y en avait un qui faisait preuve enfin, d'être déloyal, bah, il se donnait la mort. Il se donnait la mort parce que justement, il avait cette peur de perdre la face, tout simplement. Et lui, il avait quand même la nourriture, hein. C'est juste qu'il perdait la face et il s'est dit, tous les samouraïs, c'est pas juste une personne. Si tu vois un acte déloyal, où la personne, imagine, elle te met un coup de couteau dans le dos, ça c'est inadmissible dans l'empire japonais à l'époque. Tu te donnais la mort juste après. Petit après exemple. c'est tout l'aspect, tu vois, de deux cultures différentes. Dans celle où on a grandi, qui devient de plus en plus individualiste, où chacun pense pour lui-même, on voit vraiment une polarisation avec l'Asie, où ils vont faire des actes d'intégrité, où les valeurs, les principes sont tellement importants, alors qu'aujourd'hui, en Occident, c'est tellement détaché. Il n'y a plus de principes, il n'y a plus de valeurs établies, il n'y a plus de modèle à suivre, ou quelqu'un à qui demander pour pouvoir savoir comment faire les choses. Tout est décentralisé. En fait, le Tout est... principal problème, c'est qu'en Occident, excuse-moi, c'est qu'on préfère défendre des causes. Mais des causes surtout, hein. Cause Palestine, cause Israël, cause Ukraine, cause Russie, cause France, cause tout. Il y a des causes pour absolument tout. Mais les causes, ça, ça rectifie pas le tir. Tout le monde s'en fout. Parce que enfin, pour rappeler les choses, ceux qui dirigent le monde, ce sont des milliardaires ou des millionnaires à une plus petite échelle. C'est pas le petit paysan dans sa France qui va pouvoir changer quelque chose. Effectivement, là, tu vas me dire, ouais, mais on a vu avec les Gilets jaunes, ça a changé quelques trucs. Bah, pas autant que ça avec le mouvement qu'il y a eu quand même. Et c'est cette subtilité-là qui est avec l'Asie, où l'Asie, on cherche pas des causes. On veut pas plus de droits pour la femme ou plus de droits pour l'homme. Ici, on veut ne pas perdre la face sur le groupe. On veut le groupe avant tout. Si on veut atteindre le bonheur, il faut être en cohésion avec son groupe. C'est les valeurs familiales, les valeurs du groupe, les valeurs de l'État qui sont primordiales ici, et pas juste les valeurs individualistes, parce qu'ils sont collectivistes. Imagine dans un groupe, il y a 3 personnes qui disent « Moi, je veux aller manger là-bas », il y en a 2 qui veulent pas, tout le monde y va. C'est pas un groupe de 3 et un groupe de 2, pas du tout. Qu'en Occident, ça serait passé comme ça, justement. Mais cette façon de pouvoir se dire, même si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais avec le reste du groupe,
Bah, c'est cette façon-là qui va améliorer la cohésion du groupe. Et finalement, même si t'avais pas envie en premier lieu, bah, tu verras que ça t'a apporté vraiment une certaine dose de bonheur de le faire. Parce que t'as gagné plus d'ouverture et aussi des nouvelles expériences. Et ça, c'est super intéressant. Oui, tout à fait. Là, si on voit, par exemple, encore une fois en France, on est amené à suivre nos désirs, nos pulsions, ce qu'on veut à l'intérieur. Alors que en Orient, on va plus être dans le contrôle. On va chercher à suivre ce que nous dit le groupe parce que c'est le repère. C'est celui auquel on se rattache. Et c'est toute encore une fois, la subtilité qu'on va retrouver entre ces deux mondes. On vit dans le même monde, mais on vit d'une manière différente. Moi, il y a justement quelque chose que je veux parler. C'est la culture du kawaii au Japon. Donc la culture du kawaii. Alors c'est très très ancré surtout en Asie, du côté de la Corée du Sud et du Japon surtout. C'est être le plus en cohérence avec son groupe. Donc faire toutes les lois sociales, toutes les lois émotionnelles pour vraiment avoir l'appartenance du groupe. Et quand t'as l'appartenance du groupe dans ces pays-là, t'as la validation de la société. Donc là, c'est au max, quoi. Comment tu fais la validation du groupe ici? Déjà, sourire. Parce que quand tu souris, tu montres à la personne en face de toi que t'es pas quelqu'un de malveillant. Enfin, tu peux l'être si t'es commercial, forcément. Encore que les commerciaux, ça dépend qui. Mais déjà, sourire, tu détruis tout conflit en face de toi. Deuxième chose, il y a s'adapter à son interlocuteur et s'intéresser sincèrement à lui. Pas dire je dans toutes les phrases. Parce que si tu dis je fais ça, 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 tous les gens, ils s'en foutent de toi. T'intéresses à eux. Ouais, c'est ça. T'intéresses toujours. Le personnage principal, c'est eux, c'est pas toi. Donc pourquoi tu parlerais de toi en fait? C'est ça le souci. Et il y a aussi donc l'aspect kawaii. Donc vraiment être validé par le groupe. C'est être mignon parce que plus t'as des traits qui sont enfantins, plus t'es moins agressif. Plus on va te paraître, tu sais, d'un point de vue physique, on va dire ah la personne, je peux tout lui dire. Donc là, ça va augmenter la confiance parce que bah, elle a des traits juvéniles. Et ça va aussi faire ce shift en fait. Après, ça dépend les sociétés. Quoi? J'avais jamais réfléchi parce que j'avais toujours remarqué que dans ce type de société, ils cherchent toujours à être jeunes, à avoir une belle peau, à être bienveillant, à être calme, à sourire, comme ce que je viens d'énumérer. Mais je m'étais jamais dit que c'était dans un objectif forcément. J'imagine que c'était pour se conformer à ce que ils veulent, mais je voyais pas comme quelque chose où tu peux lui faire confiance à 100% et que c'est un truc qui va t'amener à t'ouvrir plus. Cette personne. En fait, le premier caractère, c'est un peu docile. Être docile. Être adaptable, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que là, c'est du non-verbal. Tu parles pas quand tu dis ça. C'est du maquillage qui te rend plus jeune. C'est des mimiques, c'est des gestes. Et même des chirurgies parfois. Ouais. Bah, surtout avec les yeux du côté de la Corée du Sud, où ils essayent d'avoir à double paupière comme l'Occident. Ça, c'est plus parce que t'as une mode qui arrive, mais vraiment en Asie c'est quelque chose quoi. Parce que ici c'est le groupe avant tout. Donc imagine en France, on va dire la personne en face de toi, tu vois une personne dans la rue, elle est pas très belle. Selon tes propres critères qui sont subjectifs. C'est ça. Mais souvent les critères, c'est assez homogène. Si tu trouves que la personne elle est pas très belle, la personne à côté de toi elle va dire la même chose, très souvent. Même si à 100%, effectivement, on peut pas catégoriser le truc. Mais t'as déjà un modèle prédéfini. Ici, en France, si t'arrives, tu vas dehors, tu sors de ta maison en claquettes, chaussettes, short, Marcel, pas coiffé, et tu sens pas très bon, limite t'as aucun jugement dans la rue. Par contre, si tu sors comme ça au Japon, en Corée du Sud, mais là t'es fliqué, mais 100%. Tu perds la face, là je peux te dire, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est qu'au Japon, là-bas ils mettent pas de parfum. En fait, sortir bon, c'est ne pas mettre de parfum. Que en Occident, on veut mettre du parfum, mais donc pour sentir bon, parce que t'as forcément l'odorat, ça active l'émotionnel au niveau de ton interlocuteur, suivant les arômes, suivant les goûts, etc. Mais au Japon, c'est super mal vu parce que elle se dit, tu t'es pas lavé, t'as mis du parfum, donc il faut cacher les erreurs. Et enfin, là tout ça pour dire, là pour en revenir, c'est que toute
les sociétés ils ont vraiment une façon de penser, une façon de faire. Donc moi-même, très souvent, je vois certains Français qui vont juger beaucoup de cultures alors qu'ils les connaissent pas. On peut aussi être d'un point de vue... ça peut être malaisant, en fait, certaines situations, vraiment beaucoup, parce qu'on n'a pas l'habitude et on n'a jamais pensé ça de notre vie. Pourtant, faut pas mal l'interpréter. C'est parce que si les gens sont comme ça par rapport à une société, c'est que la société leur a appris à être comme ça. Si, moi, dans les écoles japonaises, si on m'apprend à nettoyer avec le groupe tous les jours, c'est que c'est ancré. Et pourquoi tu dis en France, c'est bizarre, ils sont entre eux, ouais, c'est parce que c'est des Japonais, ça, nous en France, on peut pas le faire. Mais si on peut le faire, le truc le plus important ici, c'est l'éducation. Si tu changes l'éducation, tu peux absolument tout faire. C'est aussi pour ça qu'avec les migrations, quand il y a des gens qui viennent dans un nouveau pays, il y a du communautarisme qui rentre parce qu'ils veulent juste rester entre eux. Mais ça, c'est humain. Hein. Si tu vas au Japon, les Français, ils veulent rester qu'entre eux, etc. T'as pas le même langage, tu parles pas de la même façon avec telle ou telle personne. Mais ça augmente le communautarisme. Et donc forcément, les gens ils sont pas adaptés à ta société. Et là, tu vas créer des frictions entre les gens qui sont plus à gauche ou les gens qui sont plus à droite, ceux qui sont religieux, ceux d'autres non. Et parce que l'éducation, ça vient pas du même endroit. Là où en Afrique, on pense comme ça, là en France, on pense pas comme ça, et puis c'est mal vu d'un point de vue sociétal. Et là, je voulais en revenir parce que on parle de la pensée, mais la pensée aussi, ça change en fonction de où tu habites géographiquement. Si tu habites par exemple au Mexique, on fait la fête des morts et on peut faire des barbecues au cimetière. En France, tu fais ça, mais t'es en tôle, hein. Et c'est important de le comprendre, c'est que premier, c'est de pas juger. Si tu peux pas juger quelqu'un sur la couverture, c'est comme un livre. Faut vraiment regarder le livre complet pour ensuite juger. Donc tu juges pas sur une culture ou sur un pays, parce qu'ils ont leur façon de faire, tout simplement. Oui, c'est vrai. Je voulais en revenir parce que là, ça a un lien avec la pensée. Quand on va chercher à beaucoup trop analyser, et peut-être que c'est une question que j'anticipe, dis-moi si c'est le cas. Quand on pense trop et qu'on est dans la suranalyse et qu'on passe pas à l'action, il va se passer physiologiquement quelque chose dans le système nerveux. Donc ce système qui est donc l'extension de notre cerveau, tu vois, avec les nerfs. Quand par exemple t'as mal à la dent, que t'as une carie ou t'as un problème, tu te rends compte que ça fait mal. Ou quand t'as mal à l'œil, ça fait mal. Ou quand t'as mal à l'ongle ou je sais pas, une autre partie de ton corps, tu te rends compte que oui, s'il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de douleur. Ce qui veut dire que ton système nerveux, c'est un peu comme un signal qui te permet de savoir ce qui est bon ou mauvais pour toi. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, en restant dans leurs pensées, elles sont enfermées dans un mode du système nerveux qu'on appelle sympathique. Et on pourrait penser que c'est un mot qui voudrait dire quelque chose de positif dans ce cas-là, mais non, c'est l'inverse. Quand on parle de ce mode, on parle du mode survie. C'est où en fait on va être soit en réaction de combat, de fuite ou de figement. Ce qui veut dire c'est que notre corps il a évolué au fur et à mesure dans les années où on a été ensemble sur Terre. Sauf que ce qui se passe en même temps c'est que aujourd'hui on n'a plus de danger. Dans le passé s'il y avait des prédateurs qui venaient nous attaquer, aujourd'hui il n'y a plus les mêmes dangers. Et on se retrouve avec des dangers perçus. Ouais, je peux te couper vite fait. Bien sûr. Il y a moins de sélection naturelle. Aussi. C'est beaucoup plus ouvert, c'est open. Tout le monde peut vivre. Mais des gens qui survivraient pas normalement au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, maintenant ils sont là jusqu'à 60. En gros. C'est exact. En fait, c'est ça qui se passe. C'est que on est dans une société beaucoup trop hédoniste, c'est-à-dire qui cherche le plaisir au maximum, peu importe ce qui pourrait leur apporter un grand bénéfice. Et on est dans la société du moindre effort et du maximum de plaisir. Et encore une fois, avec ce système nerveux, on se rend compte que il est lié à la dopamine et à la perception, à tes croyances. Si t'as des croyances négatives, t'auras moins de dopamine. Parce que ce qui est intéressant avec la dopamine, c'est que on pense tous que c'est l'hormone du plaisir, du bien-être, etc. Mais c'est un neuromodulateur. Dans le cerveau, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir des neurotransmetteurs du bien-être, comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Donc la dopamine, c'est, comme j'ai dit, c'est pas le neurotransmetteur. Mais en fait, c'est plutôt un modulateur qui va dire la quantité qui va être redirigé vers ces structures. Si aujourd'hui, tu parles avec quelqu'un que tu apprécies, tu vas ressentir la sérotonine, un neurotransmetteur qui te fait te sentir bien. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, du bien-être. Mais la sérotonine, c'est quand tu te sens bien, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que des fois, c'est
neurotransmetteurs ils sont pas équilibrés parce que la dopamine qui est le dernier maillon de la chaîne, c'est celui qui va diriger ces hormones, ces neurotransmetteurs dans une direction. C'est-à-dire c'est le dernier bouton avant ta requête. Ton expérience, ta requête et après la dopamine elle décide dans quelle direction est-ce qu'on vont aller les neurotransmetteurs. Et ce qui se passe aujourd'hui c'est que comme les gens ils sont surstimulés d'informations, eh bien ils se retrouvent tout le temps dans le mode survie. Ils ont trop et ils se retrouvent à ne plus savoir, à ne plus reflect. Ils sont toujours dans react. Ils sont toujours dans l'émotionnel. Et l'émotionnel, même si c'est le moteur aujourd'hui qui peut augmenter, te galvaniser, qui va te donner de l'énergie, c'est pas forcément la meilleure chose. La personne elle peut se retrouver dans un burn-out, dans une dépression, dans des maladies mentales qui, avant, n'auraient pas été déjà identifiées de la même manière, mais qui n'auraient pas été aussi communément admis. On voit une explosion des burn-out, une explosion des dépressions chez les gens, notamment en France, quand tu te rends compte que c'est, je crois, le 2e pays européen qui prend le plus d'antidépresseurs, si je me trompe pas. Peut-être que c'était ça. Hein. Ouais, c'est dans le top 3, ouais. Top 3. Mais il faut se dire que c'est énorme et que peut-être il y a un problème, mais qui vient pas forcément de toi, mais du système. Parce que ton système, là on parle du système économique, mais on parle de ton système nerveux. Peut-être qu'il n'est pas câblé à fonctionner de cette manière. Et que l'autre système, qui est donc le système nerveux parasympathique, le système tu es calme ou tu vas bien, peut-être que c'est celui qui te permet de prendre des bonnes décisions, qui sont alignées avec ce que tu veux faire, mais que comme on te met tout le temps en mode stress, en mode survie, ben tu sais plus qu'est-ce qui est bien pour toi. Tu t'accommodes, tu choisis de te mettre dans cet état, parce que tu l'as tellement fait que ça devient une habitude. Ton environnement il te dit oui, il faut que tu sois dans ce mode sympathique, parce que c'est lui qui te donne le plus de résultats, alors que tu n'as jamais autant avancé en étant calme. Ta force se trouve dans le calme, pas dans la sur- et hyperstimulation. Tu passes à l'action par la stimulation, mais c'est quand on a trop qu'il y a des choses qui viennent dégénérer. On peut voir aujourd'hui des jeunes qui n'arrivent pas à faire des phrases, qui ne sont pas capables de s'exprimer normalement, qui ont un brouillard mental, qui ne savent pas réfléchir, qui n'arrivent pas à prendre des bonnes décisions pour leur vie, simplement parce qu'ils ne l'ont jamais fait, des décisions importantes. Et tout ça, c'est un lien avec comment est-ce que l'individu il va grandir. Dans l'adolescence, il faut se dire que le cortex préfrontal, il n'est pas encore bien formé. Donc la personne, elle va pas pouvoir à 100% bien prendre des décisions. Parce que c'est cette zone dans le cerveau qui peut prendre des décisions correctement. Mais c'est toujours l'amygdale, cette partie du cerveau qui est à peu près au centre, qui est régulateur des émotions, qui va décider à ta place. Donc tu réagis pas par décision rationnelle, même si le rationnel la rationalité est aussi une émotion, mais qui est beaucoup plus stable. C'est une structure qui est beaucoup plus établie que l'émotionnel qui est beaucoup plus fluctuant. L'émotionnel qui est, tu vois, des vagues sinusoïdales. À un moment, t'es en haut très bien, et après t'es en dessous, tu vas mal. Et bien là, c'est la même chose. Quand tu laisses ton cerveau décider à ta place, pas par instinct, mais plutôt par pulsion, c'est à ce moment-là que tu prends des mauvaises décisions. C'est à ce moment-là que tu réfléchis trop, parce que tu vas regretter ce que tu as fait. Ou alors tu vas tellement réfléchir à quelque chose qui te fait te sentir encore plus mal. Et comme le cerveau, il est câblé pour survivre, et pas pour réussir, il va toujours chercher à éviter la douleur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de personnes qui ont des mauvaises habitudes devant leurs écrans, à rester tout le temps à scroller. Parce que tu vois, le scrolling c'est encore un autre sujet, mais c'est une reprise de contrôle dans un monde où les gens perdent le contrôle. Aussi pour en revenir, t'as l'aspect que tu parlais avant, que les antidépresseurs, comme on était dans le top 3 en France, c'est qu'on préfère guérir par des médicaments ou par une méthode. Par exemple, moi, si demain je fais 120 kilos, je préfère partir en hôpital et puis me dire, écoute, enlevez-moi de la graisse, comme ça, moi demain, tout va bien. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Parce qu'après t'as des antécédents, enfin tu vas avoir des complications forcément. Mais en fait, en France, on cherche pas à résoudre le problème racine. On cherche pas à corriger nos méthodes ou nos habitudes malsaines. Si on mange des chips et des tacos et des kebabs tous les jours, et après on fait 20 kilos, on va se dire « Oh, bah c'est parce que j'ai pas fait de sport. » Mais t'as vu ce que tu manges en même temps? Bah, c'est normal que tu prends du bide. Et ici c'est la même chose, c'est que en fait la routine, c'est plein de petites actions qui vont se répercuter à moyen et long terme, et ça te permettra aussi de, entre guillemets, voir le futur. Si t'as une bonne routine, si tu manges bien, tu pourras prévisualiser ton futur parce que tu seras mieux que avant si tu mangeais que des frites, etc. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu viens de dire actuellement.
Rends-toi compte qu'aujourd'hui, dire à son médecin « je suis en dépression », le médecin va sortir une liste avec toutes les habitudes qui amènent à cet état dépressif, et c'est par la suite que le médecin va prescrire une solution qui est un médicament. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous buvez de l'eau? Est-ce que vous avez des liens sociaux? Est-ce que vous avez des bonnes habitudes? Est-ce que vous mangez bien? Enfin, toutes ces habitudes qui vont amener la personne à aller bien. Et après on lui donne un antidépresseur. Mais est-ce que c'est le médicament qui est la solution à tous les problèmes? Non, non. J'ai même une information intéressante à rajouter. Je me suis intéressé sur le sujet des antidépresseurs et je me suis rendu compte que quand les personnes elles vont avoir comme une prescription d'antidépresseurs, c'est ceux qui sont aujourd'hui prescrits, c'est c'est des inhibiteurs qui viennent recapturer la sérotonine. Donc la sérotonine qui fait partie du système de la récompense. Et bien en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'études qui montrent bien que la dépression n'est pas liée à la sérotonine. Autrement dit, on est en train de donner des médicaments qui viennent, les antidépresseurs, ils viennent augmenter la sérotonine dans ton cerveau. Ok? Mais ce qui se passe, c'est que, comme tout processus dans le corps, si tu atteins une certaine limite, il y a le phénomène d'homéostasie qui va se mettre en place. C'est où tu vas, c'est le corps, il décide de réguler la balance. Si tu as trop de plaisir, il va compenser avec de la douleur à un moment. Tu peux pas être tout le temps bien, ou alors tu peux pas être tout le temps mal. À un moment, tu vas aller bien, tu vas être dans l'équilibre. Et ce qui se passe, c'est que avec ces antidépresseurs, au plus tu as de sérotonine, au plus tu vas diminuer les récepteurs de sérotonine. Donc ça veut dire que avant quelque chose qui allait te donner du plaisir, mais ça va pas être de la même manière. Tu vas pas le sentir de la même manière. Tu vas être plus anesthésié. Il faudra plus de cet antidépresseur pour aller mieux. Alors aujourd'hui, il ne faut pas se dire non plus qu'il faut arrêter les antidépresseurs parce qu'il peut y avoir des complications. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va donner une solution temporaire à un problème beaucoup plus enraciné profondément dans le système de la personne. Des fois, ce qu'on en parlait tout à l'heure, que c'est multifactoriel. Il y a beaucoup de choses qui viennent intervenir pour qu'une personne développe ce type de maladie. L'environnement joue un grand rôle, les habitudes de vie aussi. Mais c'est aussi certains traumatismes, des empreintes énergétiques dans le corps que la personne n'a pas réussi à résoudre, qui l'amènent à ne pas pouvoir vivre normalement. Parce que c'est comme si elle avait un fichier ouvert en elle qui continue à tourner, à mouliner. Le programme subconscient a accepté comment est-ce que exactement il faut que la personne elle agisse, se comporte. Comme dans le monde asiatique, il faut être gentil, il faut sourire, il faut être kawaii. Mais ça, c'est qu'une façade. C'est juste pour se conformer. Mais se conformer, ce n'est pas être soi-même. On joue un rôle. C'est toute la subtilité, encore une fois. Tu cherches à être quelqu'un d'autre pour plaire à un système qui te montre, entre guillemets, ce qui est bien. Et les gens, au final, ils se retrouvent à ne pas être ceux qu'ils auraient dû être. Et ils se retrouvent à avoir tellement de douleur en eux qu'ils camouflent, qu'ils disent oui je vais bien, mais à un moment, cette douleur, elle va exploser. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a qu'un mensonge, un masque sociétal qui se met. Donc aujourd'hui, on a abordé beaucoup de sujets. On s'est rendu compte que, avec toi, avec l'échange qu'on a eu, Alban, c'est que la pensée, c'est ce qui va catalyser comment est-ce que tu vas réagir par la suite. Les croyances, les différentes cultures, comment est-ce qu'elles vont vivre, comment est-ce qu'elles vont voir les choses. Et on se rend compte qu'il y a des personnes qui, dans d'autres pays, elles ne feraient pas ces choses. Comme l'exemple que tu as donné, comme l'exemple que tu as donné par rapport au Mexique, où ils vont faire El Día de los Muertos, le jour des morts. Cette discussion, elle m'a beaucoup enrichi. J'ai beaucoup apprécié de parler avec toi aujourd'hui, Alban, parce que j'ai eu de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives. Ça m'a apporté énormément de valeur. Et j'espère que tu pourras peut-être m'inviter un autre jour pour un autre podcast dans lequel on pourra aborder un autre sujet. Parce que j'ai beaucoup appris avec toi. Et je suis sûr qu'on pourrait aborder d'autres sujets. Merci Théodore. Merci à toi, Alban, parce que c'est toi qui as organisé aujourd'hui ce podcast, qui m'a proposé que j'y participe. Merci pour
pour tout, de ce qu'on a parlé pendant pas mal de temps. On a exploré les cultures, les croyances, la pensée, l'éducation, qui sont vraiment des thèmes importants, surtout au XXIe siècle. Et comme l'a très bien dit Théodore, l'aspect combat-fuite, soit tu combats, soit tu fuis. Hein. Et surtout que la sélection naturelle, on est tellement dans le confort que, en fait, c'est maintenant. C'est vraiment tout de suite qu'on peut se dire qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Parce qu'au XVIIIe siècle ou même au XVIe, c'est soit tu étais chaudronnier, ou soit tu étais chaudronnier. Il n'y avait pas de. Tu pouvais être noble. Il n'y avait pas de deuxième chemin. Là, c'était vraiment important de clôturer ça par cette phrase, de se dire tu peux être ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux faire. Tu es libre de Merci à choisir toi, ta réalité. Théodore. Merci à toi, Théodore. Puis on se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.